Allez, aujourd'hui, nouveau podcast et je suis très content de recevoir Renaud Rouanet. Ça fait quelques temps qu'on s'était vu maintenant. C'était à La Réunion et puis j'avais suivi un petit peu tes aventures, notamment sur la Terre des Dieux, ce trail qui me faisait aussi de l'œil en Corse. J'avais vu que tu avais fait deuxième de mémoire, hein. C'était en 2022, je crois. Oui. Et puis je m'étais dit, waouh là là, de ce temps-là pour faire quasiment le parcours du GR20, c'est incroyable. Et puis on avait échangé. Et là, bah, dans le cadre d'un partenariat avec Effinov qu'on organise cet échange. Effinov, qui est un nouveau partenaire de nutrition que j'ai cette année et qui est un de tes partenaires depuis quelques temps maintenant. Et je remercie Effinov de nous avoir mis en relation pour enregistrer cet épisode. On pourra en parler un petit peu plus de votre relation tout à l'heure, mais dans un premier temps, si tu veux bien, Renaud, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Oui, bah, voilà. Donc moi c'est Renaud Rouanet, donc je vis dans le Vercors, j'ai 45 ans, je suis pompier professionnel et je suis originaire de l'arrière-pays de l'Hérault, ce qu'on appelle les Hauts-Cantons là-bas, vers le Caroux où un certain Antoine Guillon va s'aiguiser les mollets quand il prépare la diagonale notamment. Et voilà, moi j'ai toute ma famille là-bas. J'ai grandi là-bas et je suis arrivé dans la Drôme pour le boulot, pour les pompiers. C'était en 98 et puis ben je vis dans le Vercors depuis 2004 maintenant. Voilà. Et donc je suis père séparé et papa de deux enfants, de Ok, deux garçons. ok. Bah, ça fait une belle présentation, tout ça. Il y avait une chose quand même que j'avais vue sur toi, c'est que tu as commencé le trail en 2001. C'était une époque où le trail n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, aussi stylé, aussi courant, aussi. Aujourd'hui, comme j'aime bien dire, tu vas à un repas de famille, il y a forcément quelqu'un à table qui a déjà porté un dossard. En 2001, c'était peut-être pas le cas. Qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer le trail? Eh ben ouais, exactement. Ouais, j'ai commencé en 2001 sur les Drives du Vercors, qui est une course ancienne et qui est toujours là, avec une bande de copains. Enfin, moi, je suis pas très très investi, mais il y a une association qui a été créée pour reprendre la course. Et du coup, bah, chaque année, on a toujours plus d'inscrits et a priori, ça plaît à tout le monde. Donc voilà, j'ai commencé là au Drive du Vercors sur le petit parcours à l'époque qui faisait 23 km. Et en fait, la motivation, c'est des collègues de boulot, donc des collègues pompiers qui pratiquaient le trail à l'époque, qui n'était pas très connu. Et quand je les entendais discuter de courses de 20, 30, voire certains faisaient les Templiers à l'époque, c'était 60 km, j'ai halluciné, quoi. Je me disais, mais comment ils font? Et puis bon, un jour, à force d'aller trottiner de temps en temps avec eux, ils m'ont branché, allez, viens faire les drives avec nous. Alors du coup, ça a été la découverte. Voilà. Et je me rappelle qu'au bout de 23 km, je me suis dit, mais plus jamais ça, quoi. C'est horrible. Le classique, plus jamais. Voilà. Et du coup, bah, l'année d'après, j'ai pas couru. Enfin, j'ai pas fait de trail parce qu'à l'époque, je faisais autre chose. Euh, et, et puis en 2003, j'ai refait le petit parcours des drives qui là en faisait 28. Et ce coup-ci, ben, en fait, j'ai pris beaucoup plus de plaisir. Et puis c'est parti de là. L'année suivante, j'ai fait une vraie saison. À l'époque, bon, on parlait pas d'ultra, hein. Donc c'était en 2004, je crois. Et je me rappelle, mon premier long, ça a été l'Ardéchois, avec un copain toujours pompier, Tony, qui m'avait proposé de faire une course par étapes qui n'existe plus maintenant, mais qui était vraiment chouette, très réputée avant, qui s'appelait le relais extrême du Vercors. Donc sur une semaine, en fait, c'était une course par étape en équipe de deux où sur une journée, on pouvait faire 15 km tout seul, chacun à son tour, puis une vingtaine de kilomètres ensemble pour finir la journée, ou parfois une étape de 40, 50 km en duo du début à la fin. Enfin voilà, c'était un classement sur 5 ou 6 jours de course et avec une super ambiance très festive tous les soirs
Et voilà. Et donc, ce collègue-là m'avait branché pour cette course, et c'est à partir de là que je me suis mis à faire des courses un peu plus longues pour la préparer. Et puis, voilà, j'ai mis le pied à l'étrier du trail, et depuis, ça m'a pas lâché. Et alors, dans le milieu de la performance, il y a plusieurs profils. Ce que j'ai un peu identifié, c'est qu'il y a des gens qui, tout de suite, ont performé et se sont un petit peu révélés en prenant les premiers dossards, un peu par surprise des fois. Tiens, je pensais pas que j'étais si fort que ça. Et puis, il y en a d'autres qui c'est par un peu d'un travail acharné, qui ont fini par approcher les podiums. Toi, tu es plutôt de la team première équipe, hein. J'ai l'impression que dès le départ, tu t'es trouvé un petit peu étant fort à ce sport. Qu'est-ce qui fait que tu expliques ça? Est-ce que c'est ton histoire de sportif depuis enfant, des capacités euh, naturelles? Qu'est-ce qui fait que tout de suite, tu as Ouais. été plutôt bon en trail? Alors, moi, je me dis pas que j'étais tout de suite plutôt bon, parce que ouais, on va dire que les 2 premières saisons, ça a été quand même, à chaque fois, c'était quand même assez difficile les courses. Ouais, je crois que de mémoire, je crois que j'ai fait mon premier podium en 2006, si je me souviens bien, c'était sur la TGV, Tour des glaciers de la Vanoise. le Tour des glaciers de la Vanoise, qui est pour moi une des plus belles courses à laquelle j'ai pu participer. Et, euh, et voilà, ça a été. D'ailleurs, c'était derrière un certain François Daen qui avait gagné la course, et Philippe Rossier qui était deuxième. Et à l'époque, je crois que c'était Bruno Poirier, le journaliste d'Endurance Trail, enfin Endurance Magazine, je crois que ça s'appelait avant, qui avait fait un article en disant que la jeunesse, la jeunesse arrivait, en gros, quoi, parce que François, il avait 20 ans, si je me souviens bien, et moi, je devais avoir 20, 27, je crois, un truc comme ça, voilà. Et alors que Philippe Rossier, c'était un gars qui avait plus de 40 ou 45 ans, là, à l'époque. Voilà. D'accord. Et après, moi, je trouve, enfin, j'ai quand même mis du temps à progresser. C'est vrai que ça peut paraître rapide de commencer réellement une vraie saison en 2004 et en 2006, faire un premier podium. Mais bon, le niveau était peut-être pas le même que maintenant aussi. Et voilà. Après, pour mon passé sportif, là, pour le coup, pas du tout, parce que, hormis le trail, le seul sport en compétition que j'ai fait auparavant, c'était du rallye automobile. Ah ouais, Donc, donc rien à rien à voir. voir. Mais par contre, depuis tout petit, c'est vrai que j'ai toujours habité on va dire, ouais, c'est même pas de la moyenne montagne, parce que le fond de l'Hérault, ça culmine à 1100, 1200 mètres. Mais par contre, c'est très typé terrain, un peu comme la Corse, en fait. C'est même très ressemblant à la Corse. Donc, très pentu, plein de cailloux. Et puis, de tout petit, j'étais toujours dehors, quoi, avec les grands-parents, aller au troupeau, parce que mes grands-parents avaient des moutons, ou accompagner les grands-parents ou les parents à la chasse le week-end, parce que c'était le loisir du coin, parce que c'est un peu paumé, il n'y avait pas grand-chose à faire les week-ends. Voilà, donc j'ai pas vraiment j'ai jamais fait d'athlétisme ni de choses comme ça par le passé, quoi. Ouais, t'as été quand même baigné dans l'esprit outdoor un petit peu depuis tout petit, mais qu'est-ce qui t'a fait du coup, t'as arrêté la course automobile Oui, 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 Ouais, ouais, complètement. ouais, ouais, ouais. Et Déjà, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé euh, avec déjà, le fait d'avoir rencontré ma femme à l'époque, bon, c'était pas trop son truc. Puis j'avais d'autres passions émergentes, comme on passait beaucoup de temps en montagne, on grimpait beaucoup. Et puis le prix démesuré de ce sport-là, en fait,
Et avec le recul maintenant, je me dis c'est pas plus mal parce que c'est quand même c'est quand même pas le sport le plus écolo qu'il puisse y avoir, même si voilà, c'était quand même une passion, c'était passionnant mais voilà, ça coûte trop cher et pour le peu de plaisir qu'on en retire un week-end 2 à 3 fois par an et le prix que ça revient. Je me rappelle la première saison de course à pied réellement que j'ai fait, je me disais mais avec la moitié du budget d'une saison de rallye, on fait 3 ans de course à pied quoi. Ouais, ouais, c'est incroyable, hein. Et encore, ouais, enfin, ouais. Et bon, maintenant c'est de moins en moins le cas parce que quand je vois le coût du matériel et de tout, ça devient aussi cher de courir. Ah, c'est sûr que, en fait, ce sujet-là du prix de la pratique, je l'ai un petit peu constaté. Alors moi, j'ai la chance de graviter dans ce milieu depuis 7 ans et qui maintenant, ça fait partie des avantages du travail que je fais. C'est vrai que je peux avoir des équipements qui me sont offerts ou pour tester ou des choses comme ça. Et du coup, je me rends des fois presque plus compte. Faut l'avouer. Et j'ai un copain qui s'appelle Kevin, qui va faire son premier ultra cette année là en juillet. On va le faire ensemble. Et forcément, il m'a demandé plein de conseils pour s'équiper. Donc je lui ai fait une petite liste de courses qu'il a suivies religieusement. Et puis à la fin, il m'a dit bon, c'était gentil, mais ton sport là, ça a quand même pas donné. Et c'est vrai que mis bout à bout, il en était arrivé à, je crois, presque 1500 euros, quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit, waouh, c'est vrai que quand tu commences à vouloir faire de l'ultra, ça commence à piquer, quoi, hein. Ah oui, ouais, carrément. Et en fait, c'est un peu. En fait, c'est un peu l'inverse de quand j'ai commencé le trail au début, où quand on voyait un mec équipé, super bien équipé et tout, on se disait, ah bah c'est lui qui va gagner la course, c'est sûr, le mec il est sponsorisé, c'est lui qui va gagner. Après, tous les autres, on était avec des pauvres shorts d'athlétisme et des t-shirts en coton. Et en fait, maintenant, c'est l'inverse, quoi. À la limite, quand on voit Kylian Azegama avec juste son short, son t-shirt et sa gourde à la main. Et quand on voit le départ de l'UTMB où on dirait une charge de chevalier qui part dans un film comme Brevard, quoi. Non, mais ça devient dingue en fait. Moi, Et j'appelle ça les tenues d'Iron Man. ouais, ouais, non, mais c'est vrai, ça fait vraiment cliché, quoi. Et bon, bref. Mais, Et mais j'ai un copain d'ailleurs qui c'est s'était que fait impressionner par ça. Il les s'était fait, commerciaux sont de mieux en mieux formés, hein, c'est cool. ouais, bien sûr. J'ai un copain qui s'était fait impressionner par ça. Il se sentait au départ d'un trail comme ça. Il se disait, mais je suis pas légitime. Qu'est-ce que je fous là? Regarde-les et tout autour de toi. Je lui dis, t'inquiète, tu vas voir dans 40, 50 bandes, tu vas les voir allongés dans le fossé. Ça va bien se passer. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui peut être impressionnant quand on met un premier pied dans ce milieu ou au départ d'une course et qu'on voit toutes ces personnes habillées dans des tenues d'Iron Man, là. Et, Ouais. mais au final, peut-être 30 kilomètres, ils sont en train de vomir. Ah, Comment pas tu... tous, mais bon. Ouais, non, bien sûr, évidemment. Comment tu vois justement cette évolution je sais pas, dans l'avenir? Est-ce que tu penses que toi qui es là depuis justement 2001, est-ce que tu vois quelque chose qui te plaît pas trop? Est-ce que tu le regardes, tu dis bon bah c'est comme ça, je fais mon petit truc. Comment tu le vois un peu cette évolution du monde du trail? Bah, déjà, je trouve qu'il y a une évolution positive dans le sens où il y a des sacrées performances qui se font maintenant et dans le sens aussi où il y a des jeunes qui débarquent, qui sont vraiment directs dans le trail et on voit, ben, ça se professionnalise énormément. Alors, ça a un bon côté, comme ça peut avoir aussi des côtés un peu moins bons. Après, moi, vu avec mon, mon œil de vieux, j'ai envie de dire de dinosaure, ben, en fait, moi, je me suis de plus en plus amateur et j'ai pas envie presque, j'ai pas envie de faire partie de ce monde d'élite, entre guillemets. D'ailleurs, j'ai du mal avec ce terme élite. Quand on me dit, ouais, t'es dans la liste des élites, ouais, bof. Déjà, je crois que ma Cotitra n'en fait même pas partie.
Et puis je me considère pas comme ça parce que j'ai mon boulot et enfin voilà, je suis pas payé pour faire du trail. Moi, c'est une passion et qui me coûte d'ailleurs cher. Et je me sens pas de cette caste-là, quoi. Mais bon, l'évolution, eh ben, elle est ce qu'elle est, mais il y a quand même des sacrés points positifs, ne serait-ce qu'au niveau de l'approche de l'entraînement, de la nutrition, de l'évolution des aliments, de l'effort, enfin toutes ces choses-là, quoi. Et puis ça pousse aussi les gens à s'informer, à s'intéresser, à lire pour être plus performant après, quoi. Donc je trouve qu'il y a du positif. Après, on peut toujours aussi regarder le côté dopage. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas voilà, certaines dérives aussi avec l'usage même ne serait-ce que de compléments alimentaires, hein, parce que quand on parle de dopage, selon comment on le considère, ben, ça, c'est pas forcément que du chimique, quoi. Voilà. Mmh. Ah, c'est sûr que l'évolution d'un sport, quel qu'il soit, quand ça commence à devenir avec une notoriété assez importante, ça vient avec son lot de choses positives, mais forcément, bah, les dérives arrivent aussi avec, hein, forcément. Puis je crois que c'est à chacun d'aller chercher uniquement le positif autant que possible, hein, et puis d'avoir sa conscience pour soi et d'essayer de faire du mieux qu'il peut à chaque fois Ben, dans la pratique de on- son sport, hein. moi j'ai l'impression qu'en fait, on essaie comment dire, euh, d'être, si on prend les compléments alimentaires, voilà, d'en user pour mieux récupérer, pour plein de choses. On prend au niveau de l'entraînement, on prend toutes les datas avec tous les capteurs qu'il y a maintenant qu'on peut. Enfin, en écoutant des podcasts, des fois, en fait, il y a des capteurs de glycémie, des capteurs de température, des fréquences cardiaques. Bon, ça, on n'en parle plus. Moi, j'utilise ça déjà depuis très longtemps parce que j'ai toujours bossé avec ça. Mais on en revient toujours au chasser le naturel et il revient au galop parce que certains compléments alimentaires, avec l'usage, on se rend compte qu'en fait, ils servent à rien si on ne mange pas l'aliment en entier. Euh, les, les entraîneurs, maintenant, j'écoutais encore ce week-end une discussion avec Véronique Billat et Nicolas Martin. Il y a un retour quand même de l'entraînement à la sensation, au ressenti. Et en fait, l'humain, comme il disait, ça fait des millénaires qu'il est là et rien ne pourra remplacer les choses naturelles et les ressentis du fonctionnement du corps par la personne elle-même, quoi. Hmm. Voilà. Ah ça, ce sujet-là du ressenti, moi je l'ai vraiment identifié quand j'ai pris conscience du sujet de l'hydratation. Il y avait une tendance à dire faut boire toutes les 10 minutes, buvez avant d'avoir soif. Si vous buvez quand vous avez soif, c'est trop tard, etc., etc. Et je suivais religieusement ce concept en mettant ma montre à sonner toutes les 10 minutes, en prenant la petite gorgée, hein. Euh, et, et puis, ben, j'ai eu énormément de problèmes digestifs. Et un jour, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de boire quand j'ai envie, quand je le ressens, quand j'en ai besoin. Et plus de problème. Voilà. Ouais. Donc, après, je ne dis pas que ce qui marche pour moi marche pour tout le monde, mais n'empêche que je me suis écouté et ça fait du bien aussi des fois de revenir, comme tu le dis, au naturel, quoi, Ouais. au simple, au bon sens aussi. Oui, ouais, carrément, ouais. Ouais, c'est clair que bien souvent, en fait, on perd le bon sens, en fait. Et ouais, c'est peut-être pas plus mal des fois de garder cette vision que oui, il y a du matériel performant, il y a des choses aidantes, mais gardons le bon sens et déjà. Et ne serait-ce que la base d'avoir une hygiène de vie correcte avec une alimentation équilibrée, un sommeil correct et déjà ça fait du bon boulot, quoi.
C'est clair. Je voulais revenir sur un point. Tu es pompier pro. Et en plus, tu es dans une caserne où ça bouge pas mal, à ce que tu me disais juste avant qu'on enregistre. Il y a un des points qui est quand même assez important quand on s'entraîne à haute intensité, c'est le sommeil. Euh, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est très très régulier chez toi, d'avoir des bonnes nuits, des bonnes récupérations à chaque fois. Comment est-ce que tu gères cet aspect de manque de sommeil dû par ton travail? Et est-ce que tu penses que ça y aurait mieux à faire quand même, ou est-ce que ça te pénalise pas trop? Comment tu vois ce sujet? Ben, je gère au mieux. C'est vrai qu'en fait, c'est un gros souci. Bon, les nuits peuvent être très agitées, comme parfois plus calmes. Et quand c'est le cas, ben, tant mieux. Mais c'est toujours très court parce on n'est pas à la maison, on est en caserne. Donc, bien souvent, bah, le soir, les gars, il y a toujours des gens debout un peu tard, donc on n'a pas forcément envie de se coucher tôt parce qu'on se dit, bah, tiens, c'est à moi à sortir, si je vais me coucher maintenant, dans une heure, je vais être réveillé, donc on traîne, et au final, bah, c'est à 3 heures du mat que ça décale et, C'est classique. et ça, la nuit elle est morte. Voilà, Ouais. puis en plus avec l'âge et le nombre de nuits merdiques qu'on fait, ben, on se dérègle hormonalement, et du coup, ben, quand on est jeune, on rentre d'intervention, un quart d'heure après on dort, et quand on a quelques années de bouteille, eh ben, on met une heure, voire on se rendort pas du tout, quoi. Et donc oui, c'est vrai que le sommeil, là, c'est un peu un point négatif dans notre boulot. Euh, voilà, après, bah, on essaie de récupérer au mieux quand on est à la maison, et puis en faisant des siestes notamment. Mais bon, ça fait pas tout, ça fait pas tout. Et c'est vrai qu'avec le temps, il y a quand même un cumul de fatigue qui peut être néfaste à la longue, quoi. Hmm. Tu Voilà, vois, mais bon, après, on le sait, hein, c'est un boulot, il est comme ça. Tous les boulots de nuit, malheureusement, on pourra dire ce qu'on veut, ça sera toujours des boulots qui ont un impact sur la santé qui est pas négligeable, hein. Voilà. hmm. Ah, c'est sûr que ça a un avantage, ce métier, avec ce temps libre, des journées complètes que vous pouvez avoir. Mais cet aspect-là, il est un petit peu sous-estimé quand tu l'as pas vécu de l'intérieur, je trouve. Est-ce que, tu vois, quand j'avais 25 ans, on me disait, ah tiens, tu verras, quand tu auras 30 ans, tu vas subir un peu plus. Et quand j'avais 30 ans, on me dirait, ouais, mais tu verras à 35. Et puis maintenant, c'est là, tu verras à 40. Toi Ouais, qui a maintenant 46, si je me trompe pas, ou bientôt 46, ouais, ou bientôt, ouais, c'est ça, bientôt. hein, Pas encore. c'est le 5 juin, si ma mémoire est Voilà. bonne. Tu vois, Merci. je te dis que je Ah, prépare je vais pas me faire trop, brancher, il va falloir que mais j'amène quand des même un peu. gâteaux au boulot maintenant. Comment est-ce que tu subis cet aspect, et notamment aussi en trail, parce que comme tu fais de l'ultra, il y a forcément des nuits blanches. C'est quelque chose qui te pèse de plus en plus, ou finalement pas trop? Eh ben, enfin, ouais, disons que ça modifie un petit peu l'approche en termes de récup. Je trouve que la récup est plus. Il faut être plus attentif. Après, les nuits blanches en course, non, ça me gêne pas trop. Je dirais peut-être même ça passe même presque mieux qu'avant. Enfin, je sais pas, peut-être là, je m'avance un peu, mais non, c'est juste au niveau récup, faut être plus attentif. Et, et après, sur la durée derrière de récupération entre les courses, même si le corps, j'ai l'impression aussi que le fait de faire de l'ultra d'une année sur l'autre, ben, en fait, le corps, il garde une mémoire et chaque année, euh, la mémoire, ben, elle est un petit peu améliorée et du coup, on peut se permettre d'enchaîner parfois un peu plus facilement les courses, mais il faut pas en abuser, quoi, parce que bah, j'ai eu un bel exemple l'an passé où ça m'a mis dedans. En fait, je m'étais
inscrit à la Race Cross France, c'est une course de vélo qui traverse la France. Moi, j'étais parti sur le parcours de 500 km. Et donc, on partait du pied du Vercors, on arrivait à Nice, donc ça faisait 560 avec pratiquement 11 000. Et 6 jours après, j'étais au départ de la Restonica. Restonica qui était initialement pas forcément prévu parce que j'avais misé sur la Terre des Dieux qui était 15 jours plus tard, mais qui n'a pas eu lieu. Voilà. Donc du coup, en fait, la récup a pas du tout été bonne et j'ai subi énormément la Restonica et je pense que je l'ai subi sur tout le reste de la saison, quoi. Voire même peut-être encore un petit peu, quoi. Donc c'est surtout sur ces choses-là il faut être vigilant, quoi. Voilà, il faut pas essayer enfin, après, il y en a chez qui ça passe, hein, faire des courses tous les 15 jours. Moi, je me demande comment ils arrivent à faire ça, mais en tout cas, quand on a un boulot et de la fatigue générée et du stress par une vie active à côté, je pense que c'est pas très compatible. Bah, c'est vrai que c'est assez difficilement compréhensible de comment est-ce que c'est possible d'enchaîner des ultras à répétition. Alors il y en a des très connus, hein, qui font ça, mais il y en a des gens qui sont pas du tout connus et qui le font aussi. Mais j'ai une forme d'admiration et en même temps, je sais pas, il y a quelque chose en moi qui me dit j'espère que tu vas pas le payer un jour. Je te souhaite de continuer comme ça longtemps, mon gars ou madame. Mais bon. Et justement, donc du coup, tu disais que tu l'avais payé jusqu'à la fin de ta saison, jusqu'à ce DNF sur le Grand Raid de la Réunion. Est-ce que pourtant, tu vois, c'est un parcours que tu connais bien, hein, tu as déjà mis, j'ai regardé, 29h49, 29e en 2022. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette diagonale? Ouais, sur cette diagonale, en fait, en 2022, pour moi, c'était une contre-perf parce qu'en fait, j'avais pour objectif de faire aussi bien, voire mieux que ce que j'avais fait euh, là en 2018, où j'avais fini septième avec, je crois que j'avais mis 26h05, un truc comme ça. 09. 09, ouais, voilà. Bon, après, le parcours est pas le même, mais je pense que l'un dans l'autre, le parcours, il se vaut quand même. Euh, mais enfin bon, voilà, j'espérais faire mieux. Et là, l'année dernière, en fait, il s'est passé que au bout de 30 bornes, même pas, j'ai commencé à avoir une gêne au niveau d'une cuisse, au niveau d'un releveur de la cuisse et une inflammation en fait qui m'empêchait de courir normalement. En fait, j'étais bridé, j'arrivais pas à allonger la jambe, donc je courais à 9 à l'heure. Et alors que tous les autres me doublaient à 12 ou 13 dans les descentes, quoi. En fait, j'ai été jusqu'à Marabout où là, j'avais un brin d'assistance. Et là, à ce niveau-là, je me suis dit, bon, ça me lâche pas. Ça sert à rien de s'esquinter et de se faire mal et que ça dure après pendant des mois et des mois. Donc, j'ai préféré en rester là et voilà, bon, ça fait toujours chier d'abandonner, mais bon, c'est parfois quand il y a une blessure, je pense qu'il faut pas hésiter et il faut pas, il faut garder en tête que c'est qu'un sport et que surtout si on a un boulot où le physique est important derrière, faut pas le perdre de vue, quoi. Voilà. Et est-ce que tu te souviens de ton premier DNF? Waouh, j'en ai eu quelques-uns quand même, mais le premier qui me vient comme ça à l'idée, enfin, je sais pas si c'est celui-là, mais en tout cas celui-là, je m'en souviens. C'était sur l'Endurance Trail à l'époque. Je crois que ça faisait 105 aussi. Et c'était à l'époque où on partait encore de Nantes et pas de Millau. Et ouais, je me souviens avoir abandonné genre à 15 ou 20 km de l'arrivée, complètement cuit et voilà. C'est Et dur ces déçu. premiers abandons, non? Ouais, parce qu'après on regrette énormément parce qu'on se dit ouais, mais finalement j'aurais peut-être pu continuer, machin. Et
au moins pour être à l'arrivée. Mais ouais, voilà, c'est dur. Mais après, je pense qu'on est quand même bien foutu. Et enfin, moi, j'abandonne pas comme ça parce que par exemple, cette année à Madère, au bout d'une heure, j'étais plus dedans. J'avais envie de dormir, j'étais fatigué, j'avais qu'une envie, c'était arrêter. Et je me suis dit, mais je vais pas abandonner, quoi. C'est pas possible. Je suis pas blessé, c'est juste fatigué. J'ai abandonné déjà sur la dernière course en fin de saison. Si je reprends sur la saison sur un abandon, ça va pas faire, quoi. Et donc j'ai quand même été au bout. Mais parce que j'étais pas blessé. Mais je pense que quand on a quelque chose de très préoccupant à risque, je pense que quand même inconsciemment on arrive à prendre la bonne décision. Enfin, en tout cas, moi je le vois comme ça pour moi. Voilà. C'est vrai que des fois sur les ultras ou même sur des trails moins longs, on voit une tendance des athlètes élites, même si t'aimes pas ce mot-là, je te considère quand même comme un athlète élite, parce que t'es dans le satellite à la diagonale, donc pour moi t'es un élite. Et on voit des abandons comme ça quand il y a une performance qui n'est pas assez à l'attendue, peut-être pour être arrivé plus frais sur un événement un peu plus loin. C'est vrai que certains ont tendance à dire ouais mais pourrait terminer quand même juste pour aller au bout. Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que pour toi il y a vraiment ce sujet là des athlètes élites qui abandonneraient peut-être plus facilement que des coureurs qui ont juste comme objectif entre guillemets juste d'aller au bout? Ouais. Oui, il y a. C'est vrai que ça a toujours été ça. Et moi, ça m'a toujours un peu chagriné parce que bah, je pars du principe que quand on fait une course, c'est aussi pour les gens qui l'organisent. Et je trouve ça quand même sympa d'aller au bout, ne serait-ce que pour les bénévoles et tout ce qui est mis en place. Après, maintenant, vu l'évolution du trail à l'heure actuelle, je comprends que euh, bah, quand on voit l'arrivée de certains ultras réputés comme Omniut ou l'UTMB ou des choses comme ça, je comprends que un gars qui est quasiment pro ou qui est pro veuille pas forcément y laisser des plumes s'il voit qu'il est, enfin, s'il voit qu'il est pas dans le coup, ou en tout cas qui a un risque que ça le mette dedans pour le reste de la saison. Euh, mais voilà, disons que c'est une des évolutions qui n'est pas forcément positive à mon sens de la pratique. Mais à une époque, je me disais, mais en fait, les coureurs élites, entre guillemets, qui abandonnent, ben, en fait, en termes de cote, ils devraient prendre des pénalités, quoi. Parce que quand on abandonne pour un oui ou pour un non, juste parce qu'on n'est pas classé, on n'est pas dans le bon, dans le bon classement, je trouve que c'est pas cool, quoi. Voilà. Ah, Mais c'est pas... l'évolution fait que maintenant, je le comprends un petit peu plus facilement. Voilà, après, c'est discutable, tout est discutable. Ouais, c'est comme toute règle, des fois tu testes des choses, tu te rends compte que c'est pas forcément le plus adapté, et puis tu reviens à ce que tu faisais avant, et puis voilà, c'est comme ça, Ouais. faut tester. Tu fais partie aussi de la team Globe Trailer avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, un certain Antoine Guillon ou Cédric Chavet, qui sont tous les deux passés sur le podcast. Antoine est passé plusieurs fois même. Comment est-ce que tu peux nous refaire un peu l'historique de cette team, et qu'est-ce que toi ça t'apporte de faire partie de cette team Globe Trailer? Et ben, en fait, la team à la base, c'est Antoine et Christophe qui l'ont créée avec un passionné de trail, Philippe Rocher, qui est le sponsor principal de la team, qui est Unifair Travaux. En fait, c'est une boîte de travaux ferroviaires. Et donc à la base, c'était eux qui, après, donc c'est une team qui est ouverte à tous, donc sur le principe d'une association, quoi, un peu comme faisait Red Light par le passé. Et du coup, n'importe qui peut faire partie de la team en prenant une cotisation, une adhésion. Et du coup, avec en contrepartie bah, une tenue de la team et puis des avantages dans le cadre
de partenariats qui avaient été faites par le passé, notamment dans des établissements locatifs, hébergement ou autres. Voilà. Et puis depuis 3 ans maintenant, Antoine avec Christophe Le Sceau ont décidé d'ouvrir un petit peu plus, de créer une team élite où à la base on était 6 de mémoire, 6 coureurs, donc qui dans la team Globetrotter font partie de la team élite avec une aide un petit peu plus conséquente pour tout ce qui est déplacement, quoi. Voilà. Et j'ai eu la chance avec Cédric, avec Maud, avec Nicolas Rivière, Maud Combarieux, Nicolas Rivière, et à l'époque Clovis Chavreau qui était avec nous. Voilà, on avait complété la team élite qui à la base c'était Antoine et Christophe Le Sceau. Antoine Guillon et Christophe Le Sceau. Voilà. C'est une team impressionnante de longévité, hein, avec, vous avez quand même des profils où vous aimez bien aller taquiner les sentiers les plus techniques, et ça fait longtemps en fait que, c'est un peu ça qui me marque dans votre team. C'est vrai, moi, c'est vrai que les coureurs comme Antoine, on voit encore ce qu'il a fait à Minorque. La fin de course qu'il fait, c'est un truc de fou, quoi. Et où Cédric, pareil, hein, qui finit 9e, je crois, du Grand Raid l'an passé. Moi, ils me font rêver. J'espère que j'arriverai à leur âge à être au même niveau, quoi. C'est vrai que c'est impressionnant cette Ouais. longévité. Et c'est vrai que autant Cédric, même Antoine a un profil un petit peu plus global, mais moi c'est pareil, j'adore les courses engagées, techniques, comme l'échappée belle, la Terre des Dieux, des courses en fait où il y a du caillou, où il faut mettre les mains. Voilà, donc ouais, c'est un peu presque une marque j'allais dire une marque de fabrique de l'équipe, mais bon, il n'y a pas que ça quand même. Et comment tu penses que tu te sentirais sur un parcours bien plus roulant, type Grand Raid du Finistère, où tu peux courir tout le temps, où c'est pas très technique, tu penses que ton corps réussirait à s'adapter quand même, ou ce serait compliqué? Alors, mon premier ressenti, je l'ai encore dit le week-end dernier parce que j'ai couru le duo de l'Ermitage version marathon avec un collègue de boulot qui est plutôt rapide sur du court. Et je lui disais, mais j'ai l'impression d'être un tracteur sur une autoroute en fait. Voilà mon ressenti. Après, j'y prends du plaisir quand même parce que là où je prends le plus de plaisir, c'est sur la deuxième partie ou la fin de course où en fait j'ai subi tout le long et parfois sur le dernier tiers de course, les sensations reviennent et je me retrouve à arriver à trottiner un peu partout et notamment dans des bosses où auparavant pendant la première partie de course j'avais tellement mal partout que j'y arrivais pas, quoi. Et là, là, je prends un peu du plaisir. Alors, en disant ça, j'espère que ça sera prémonitoire parce que je participe à la Swiss Canyon Trail là d'ici une dizaine de jours et il paraît que c'est très roulant. Donc, je m'attends. Il paraît que les 40 derniers kilomètres, ça fait que courir, les 30 premiers aussi. Donc, voilà, je m'attends à bien subir la chose. Mais bon, c'était voulu parce que dans l'idée, c'était pour préparer l'UTMB. Et l'UTMB reste une course très roulante en fait. Malgré, bon, il y a du dénivelé, ok, mais c'est très peu technique en fait. Et du coup, moi, sur un UTMB, je subis beaucoup la course. Voilà, après, c'est un petit peu des challenges personnels, quoi, de participer aussi à ce genre de course-là.
Enfin, tu dis que c'est très peu technique. C'est vrai que c'est mis en corrélation, en comparaison avec ces autres grandes courses ultra techniques, comme tu as cité, Échappée Belle, Terre des Dieux, Grand Raid, que tu as pu faire. Et c'est vrai que là, on est sur des choses qui le sont moins. Alors, j'ai vu, enfin, tu l'as dit, tu fais beaucoup de vélo. Ça représente quoi à peu près ton entraînement dans la semaine pour qu'on se rende compte un petit peu si t'avais une semaine type à partager, c'est quoi tes séances principales, on va dire, comment est-ce que tu prépares ce genre d'objectif? Alors, beaucoup de vélo déjà, pour commencer, pas tant que ça, parce que je crois que par exemple à la RAF, j'étais un de ceux qui avait le moins de kilomètres au compteur au début de la course. Non, en fait, moi, le vélo, c'est principalement un usage vélo-boulot. Alors, j'aime bien faire des longues sorties pour le plaisir, mais le manque de temps fait que j'ai pas forcément l'occasion de faire ça très souvent. Donc, j'utilise le vélo. La semaine idéale pour moi, c'est d'arriver à faire 1 à 2 allers-retours dans la semaine au boulot en vélo. Donc, ce qui représente 200 km à peu près, puisque j'ai 100 km aller-retour avec 1000 mètres de dénivelé, 1100 même, je crois. Voilà. Voilà, c'est déjà ça. Une séance en termes de course à pied chaque semaine. Donc j'ai un entraîneur, Camille Lacombe, là, qui est sur Montpellier, qui me fait ma préparation. Donc et du coup, bien souvent, la semaine s'articule autour d'1 à 2 sorties vélo, une séance de qualité, type travail de vitesse ou travail au seuil, enfin au seuil entre guillemets, hein. Voilà. Et on essaie aussi de mettre du renfort. Alors, notamment depuis cet hiver, j'ai repris le renforcement musculaire un petit peu en force max parce que je voulais plus en faire parce que je trouvais que j'étais déjà trop lourd et, et trop musculeux au niveau des pattes. Et il me dit, mais tu aurais tout intérêt à en faire en force max et tout, tu verras si tu ne prendras pas de poids supplémentaire et tout. Et c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien, notamment dans les bosses. Alors, je suis toujours tracteur, voire encore plus, mais sur les relances. Mais par contre, c'est vrai que dans les bosses, ça m'a fait du bien. Donc ça, j'essaie de m'y tenir au moins une fois par semaine. Et puis après, ça reste de l'endurance, enfin des entraînements classiques, quoi. Une sortie longue le week-end quand c'est possible. Voilà. Après, j'articule ça en fonction des gardes. Et puis des contraintes aussi familiales, parce qu'il y a quand même aussi les enfants de temps en temps à gérer, hein. Eh oui, Voilà. ça doit être quand même difficile de jongler entre tout ça. Comment est-ce que tu arrives à trouver l'équilibre? Et ben en fait, en rognant encore plus le sommeil, Voilà, c'est-à-dire que c'est souvent lui souvent, qui trinque, hein. voilà, souvent je me lève à 5 heures du mat avant d'aller au boulot pour pouvoir faire ma séance, soit descendre en vélo, soit faire la séance parfois de piste même le matin avant 8 heures, ou de muscu. Là, comme là cette semaine, demain matin, je vais descendre tôt au boulot. Pour pouvoir faire ma séance de muscu le matin de 6h30 à 8h, quoi, en gros. Voilà. Et puis, ouais, j'ai la chance que parfois, quand c'est calme, on arrive à faire aussi des petites séances avec les collègues à la garde, quoi. Mais ça reste, c'est de plus en plus éparse, on va dire. C'est de plus en plus compliqué vu l'activité opérationnelle qu'on a en caserne. C'est un peu. C'est du bonus. Voilà, c'est du bonus, quoi. J'y compte pas dessus. Mais ça m'arrive de faire grâce à ça, d'arriver à faire du bi, voire du tri quotidien, ouais. Vous faites des foot un peu à la caserne ou pas? Euh, Ils font des foot. Ouais, c'est des grands passionnés de foot. Mais moi, c'est pas du tout mon truc. Déjà, j'aime pas le foot à la base. J'aime pas ce sport-là. Que ce soit la mentalité ou le sport par lui-même, parce que j'ai toujours été nul au foot. Bref. Et en plus, ils jouent sur un terrain de tennis, quoi. Enfin, c'est un city stade, mais moi, j'appelle ça un terrain de tennis. Donc, du coup, c'est encore pire. Non, et puis c'est surtout, je trouve que c'est vachement accidentogène et surtout pour
les sportifs d'endurance, j'allais dire en ligne comme nous, où on n'est pas forcément adapté aux arrêts nets, aux demi-tours, au machin, au choc qu'il y a dans le foot, quoi. Et je jouais un peu plus avant avec eux, mais j'avoue que là, ça fait quelques années que j'essaie de m'extraire du truc et de faire ma petite séance à côté pendant qu'eux, ils sont en train de taper dans le ballon. Voilà. Ouais, non, c'est sûr qu'à chaque fois que je fais du foot comme ça, je me dis mais c'est incroyable, ça reste de la course à pied et pourtant l'adaptation musculaire, elle est pas du tout la même que tu fasses ces sports où il faut accélérer bien vite, être un peu technique tout le temps sur ses appuis, etc. Et pendant une semaine à chaque fois, j'ai des courbatures alors que tu peux faire des trails de 50 bornes et le lendemain être capable d'aller courir encore facilement. Ouais, Donc puis, c'est puis, puis assez quand, incroyable. puis quand on n'est pas habitué, en plus on est maladroit et ben on risque de se faire mal à soi-même, mais aussi de faire mal aux collègues. Et ouais, du coup, c'est. Enfin, moi, je fais gaffe, je joue plus trop, ou alors si, ça m'arrive des fois, les rares fois où j'y vais, de rester dans les cages et profiter pour faire un peu de renfort musculaire en attendant que ça arrive. Mais ouais, j'essaie d'éviter parce que ben, à chaque fois, j'ai failli me blesser sérieusement, donc je préfère pas, quoi. Voilà. Hmm. On le disait tout début du podcast, notre échange, il a été motivé par Effinov. Est-ce que tu as un produit de chez eux que tu affectionnes particulièrement de la gamme, de ce qu'ils peuvent proposer? Ouais, sans hésitation, la boisson Hydraminov menthe, qui pour moi, bah, en fait, c'est la seule boisson que j'arrive à utiliser du début à la fin d'une course, qui dure, que ce soit pour faire une demi-heure sur un cross ou 40 heures ou 45 heures sur une terre des dieux, quoi. C'est vraiment le seul truc, et même parfois, je me rends compte qu'une fois que je suis dans mon rythme de croisière sur un ultra, bah en fait, je bois quasiment plus que de la boisson et je mange des aliments classiques style riz, purée, jambon au ravito, quoi. Et le reste du temps, j'utilise plus que la boisson parce elle est suffisante, quoi. Et surtout, elle est pas écœurante. En fait, voilà, c'est surtout ça, quoi. C'est la seule boisson que j'ai eue jusqu'à présent qui m'écœure pas malgré les heures et les heures de course, quoi. Voilà. Alors ça me rassure ce que tu me dis parce que pour l'instant je l'ai testé que sur que 3 fois sur des trails longs, donc jamais plus de 60 km. Je mettais un goût neutre et un goût menthe ou agrumes dans l'autre. Et j'ai pas eu cette sensation d'écœurement pour l'instant. Mais je me posais la question justement sur un ultra où tu passes les 15-20 heures. Est-ce que ça viendrait plus tard? Bon, bah, tu me confirmes que non, donc ça, c'est plutôt positif. Non, alors après, attention, il faut veiller. Moi, je sais que au début, je le faisais pas parce que les ultras déjà, c'était pas trop à la mode et donc à l'époque, c'était la mode des gels, quoi. Donc, Mm. typiquement, la saison tournait autour des Templiers, qui était la course de l'année. Et bah, en fait, les Templiers, moi je me souviens très bien, à l'époque, c'était 7 gels, quoi. Je partais avec 7 gels et une poignée de raisins secs ou de choses comme ça au ravito. Et avec quelques dés de fromage de temps en temps. Et en fait, ben, à chaque fois, je finissais que la boisson, à cette époque-là, c'est vieux, j'utilisais les boissons euh, RJ Sport, je crois. Mm. Je ne me rappelle plus. Ouais, c'était des boissons qu'avait formulé aussi Anthony Berthoud par le passé. Et ben ouais, les goûts pêche, machin, j'en pouvais plus, quoi. À la fin de la course, j'y arrivais plus. Et en fait, avec l'expérience, en tout cas pour moi, je me suis rendu compte qu'en mangeant un petit peu de salé régulièrement, déjà au bout de 3-4 heures de course, commencer ne serait-ce que par une poignée d'amandes grillées ou de cacahuètes ou des choses comme ça, ben, ça permettait
prolonger la résistance à l'écœurement, on va dire, pendant le reste de la course, quoi. Et ça, c'est une des clés, c'est de manger salé au ravito, parce que de manière régulière, pour casser le goût du sucré et ne pas être écœuré au bout de 7-8 heures de course, quoi. Ah, c'est sûr que c'est un challenge, hein, pour tous ceux qui débutent dans le trail, et puis même ceux qui sont toujours peut-être plus expérimentés, mais qui ont justement ces soucis d'écœurement ou de problèmes digestifs. C'est un vrai challenge de trouver la formule qui nous convient le mieux. Après, on ça est prend du tous temps, hein. différents, hein. On est tous Bien sûr. différents, parce que j'ai cru comprendre que Ludo Pomeré, quand il partait sur un UTMB, il avait 20 ou 25 gels qui étaient prévus pour la course. Moi, ça, c'est pas possible, quoi. Après, on n'a peut-être pas la même intensité de course aussi. Ludo Pomeré, ça c'est un sacré phénomène aussi. Ah ouais. Ok, est-ce que tu aurais, on va arriver gentiment sur la fin de l'épisode, mais est-ce que tu aurais un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le trail et l'ultra, et qui en serait peut-être aujourd'hui à ses débuts, ou tiens, une question qu'on pose souvent dans le milieu du podcast, c'est si tu étais en 2001 et que tu pouvais glisser un conseil à Renaud qui prendrait son premier trail, premier dossard sur une des épreuves, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, pour un premier dossard, je lui dirais cherche le plaisir, surtout en priorité. Donc, cherche pas à suivre le rythme de ceux qui partent comme des fous, et prendre du plaisir. Voilà. Ouais, c'est vrai. Après, pour quelqu'un qui s'est lancé dans le trail et qui aimerait se lancer sur des ultras, par exemple, je pense notamment aux jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes que ça fait rêver, des jeunes qui ont 20-25 ans, et ça les fait rêver de se lancer sur des ultras pour pouvoir faire notamment l'UTMB, parce que ça reste quand même la course. La course phare que tout le monde veut faire. J'ai envie de dire, soyez très progressif. Des Kylian Jornet, il n'y en a pas tous les jours. Et il faut, si vous voulez durer et prendre du plaisir pendant longtemps, il faut être progressif. Et c'est valable pour tout. C'est valable pour la reprise de l'entraînement, pour la mise en place de séances d'intensité, et puis sur les distances de course, quoi. Moi, je sais que j'ai pas fait, enfin, j'ai mon premier ultra, je l'ai fait en 2007, en ayant fait un premier trail en 2001. Bon, réellement, la première saison, c'était 2004, donc ça fait quand même 3 ans avant de se lancer sur un ultra, quoi. Voilà. Donc, après, il y en a qui font, hein. Il y en a qui font leur premier ultra un an après avoir débuté le trail, mais voilà. Est-ce que c'est raisonnable? Je sais pas. Ou ça dépend à quel niveau d'intensité on le fait et qu'est-ce qu'on recherche. Voilà. Ah, tu vois, moi, ça fait 8 ans et je vais faire mon premier 100 miles en juillet. Voilà. J'ai été plutôt progressif pour le coup. C'est bien. Non, Oh, et puis les jeunes, ils se rendent pas compte qu'ils ont la capacité de travailler leur moteur, leur caisse en étant jeunes sur des formats plus courts, et il faut qu'ils en profitent. Parce que moi, j'ai pas eu la chance de faire d'athlé avant, ou de travailler justement ça. Et en fait, je suis un peu bridé, quoi, en termes de vitesse. Et alors que les jeunes, il faut vraiment qu'ils profitent de ça, qu'ils travaillent la qualité, les trails courts, les formats 20-30 bornes. Tant qu'ils peuvent. Et quand ils auront un gros moteur, ils auront toujours le temps de travailler l'endurance, la durabilité après derrière, quoi. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. C'est vrai que je regardais l'autre jour le plus jeune là sur le Grand Raid du Finistère que j'organise, il a 21 ans, 166 bornes à 21 ans, c'est quand même pas rien, hein. Ouais, c'est beau, hein. Ouais, bien joué. J'espère pour lui qu'il ira au bout en bonne Je sais santé. pas si c'est raisonnable, mais bon, voilà. Après, je sais pas, moi, Souhaitons-lui le meilleur. je suis pas physiologiste, je suis pas doc. Voilà, c'est juste ce que je pense. Voilà, c'est tout. Exactement. Renaud, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter à notre échange avant de le clôturer?
Ben, oui, par rapport à Effinov, puisque c'est grâce à ça qu'on est là aujourd'hui. Ben, en fait, ben, moi, je voulais les remercier parce que ben, Effinov, je suis dans l'aventure depuis le tout début, c'est-à-dire que avant même que le labo soit créé, quand à l'époque Anthony Berthoud a voulu créer son propre labo, on était quelques coureurs. Si je me souviens bien, il devait y avoir David Pasquio, Patrick Board, je crois aussi, enfin des coureurs comme ça, à qui il avait demandé si on était intéressé pour le suivre dans son aventure et on avait servi de cobaye pour tester les premiers produits. Et j'avais trouvé ça rigolo et super. Et puis, ben, en fait, depuis, j'ai toujours eu ce partenariat avec Effinov et j'en suis très content parce que ben, c'est vraiment le seul partenariat que j'ai depuis vraiment, bah, pas le début de ma carrière, mais de trail, mais pas loin, quoi. Donc, je suis très fier de ça. Eh ben, c'est un beau message parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les partenariats avec les athlètes, c'est pas toujours simple, hein, ce sujet, de trouver des relations longues, saines et où tout le monde y retrouve son compte. Donc, bah, tu fais bien de le dire quand ça se passe bien, s'il faut le dire, hein, c'est important. Et ouais. Bah, écoute, merci beaucoup Renaud, j'ai été très content d'enregistrer cet épisode avec toi. Et puis, bah, on se retrouvera peut-être sur les sentiers divers et variés de La Réunion ou d'ailleurs. Tu y retournes d'ailleurs cette année à La Réunion? Oui, j'y retourne, ouais. Là, c'est un peu osé, mais je pensais pas avoir forcément mon dossard. Et du coup, comme j'avais ma qualif pour l'UTMB, je me suis inscrit à l'UTMB. Et voilà, bon, ça sera l'enchaînement UTMB Grand Raid. Alors, je m'attends à ce qu'il y en ait un des deux qui soit pas forcément Au niveau dans attendu. la performance, mais on verra bien, voilà. Bon, et ben écoute, on se verra sûrement à La Réunion encore une nouvelle fois et au plus tard. Et puis, eh ben, je te souhaite le meilleur pour la Swiss Peak, hein, qui va arriver bientôt. Et puis on se dit à très bientôt. Merci encore une fois Renaud La d'avoir Swiss participé. Canyon Trail, Swiss pardon. Canyon, pardon, excuse-moi. Ouais. Ouais, ouais, je les confonds souvent les deux. Et ça commence par Swiss. C'est vrai. Merci beaucoup Renaud et à Merci bientôt. beaucoup. Et bien à bientôt. Au revoir.